Ohayo gozaimasu. Vous arrive-t-il de vous décourager, de vous demander à quoi bon continuer, du genre je n'y arriverai jamais, j'ai trop mal et je n'en peux plus, ça fait trop longtemps que l'adversité est sur ma route, je ne veux plus souffrir. Moi si, moi aussi ça m'arrive. Vous savez, faire un voyage à l'autre bout du monde, ça se prépare. On ne connaît pas la culture, ou du moins même si on en a une bonne idée, on ne peut que la faire vibrer que si on rend notre projet vivant, en l'entretenant, en le nourrissant, en rêvant du projet ou du voyage. Les semaines qui ont précédé mon départ, je me suis nourri d'une tonne de choses afin de mieux appréhender cette culture et cet environnement tellement somptueux. Et quelque chose, parmi tant de choses ici au Japon, m'a particulièrement fasciné. Ce sont les katanas. Vous savez, ces splendides sabres de samouraï, réputés pour leur solidité, leur capacité à trancher les matériaux les plus durs. Certains de ces sabres peuvent même trancher un cheval en deux. Et ce n'est pas une légende. Ces armes, qui sont des symboles de pouvoir, d'esprit martial et d'honneur, sont le prolongement de l'âme du samouraï. Ce sont des œuvres d'art dotées d'une âme. Et vous allez comprendre pourquoi. Je me suis intéressé à la fabrication de ces sabres majestueux. Eh bien, c'est plus fort que moi. Ces sabres sont eux aussi une image de notre vie à tous. Regardez ô combien ces lames et ce travail d'orfèvrerie sont extraordinaires. Somptueux, n'est-ce pas? C'est alors que l'on regarde avec une admiration quasi hypnotique face à une telle beauté, une pureté, une dureté, mais aussi une souplesse incroyable. Car oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces lames sont aussi dures que souples. Et face à une certaine admiration que l'on peut avoir, il en est de même avec l'admiration que l'on peut éprouver pour quelqu'un. Quand quelqu'un devient un modèle d'excellence ou une source d'inspiration, on se dit des choses comme « ils sont plus beaux que moi, ils ont plus de succès que moi, ils sont plus heureux que moi, ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ils sont bien mieux armés dans la vie que moi, ils sont plus riches que moi, ils sont plus optimistes que moi, enfin ils ont plus de chance que moi. » Et on s'imagine que tous ces gens ont plus de chance que moi parce que la vie leur a souri plus que moi. Et nous jugeons les gens sur l'instant T, un instant que nous observons. Un résultat d'une vie dont nous n'imaginons pas le prix que ces gens ont dû payer pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Revenons au katana pour que je vous développe le fond de ma pensée. Si je vous dis qu'un katana, au commencement, c'est ça. Du tamahagane, l'acier traditionnel et exclusivement utilisé pour la fabrication artisanale de ces sabres tranchants comme des lames de rasoir. Mais encore avant, c'est ça. Du charbon et du sable noir riche en différents métaux qu'on ne trouve qu'au Japon. Un métal d'une rareté exceptionnelle, un acier qui n'est fondu que par quelques 2 ou 3 artisans qu'il reste au Japon, et c'est dire sa rareté, mais aussi sa complexité et le temps que cela demande à produire. Oh punaise, je pourrais m'éterniser sur chaque point de la fabrication qui sont pour moi des allégories de vie. Allez, revenons-en au fait, la préparation. Ce produit brut difforme sera pourtant destiné à devenir un objet noble. Mais à ce stade, le tamahagane ne connaît pas son potentiel et ne sait pas encore ce qu'il va devenir. À ce stade, rien ni personne n'ose parier sur son avenir. Ce métal est pourtant 15 fois plus cher que l'acier traditionnel. Ensuite, lorsque ce métal est fondu, de façon artisanale et traditionnelle, je le répète, il forme un bloc de plusieurs tonnes. Et seulement une partie de ce bloc sera destinée à la fabrication des sabres. C'est ensuite que le tamahagane est débité en petites pépites et livré au forgeron qui va les chauffer à blanc pour commencer à les travailler à la masse pour les briser en petits morceaux. Vous voyez arriver l'image métaphorique qui nous concerne tous, la préparation de la vie, les choses qui nous arrivent, ces morceaux sont alors travaillés et battus inlassablement des heures durant, des jours durant, des semaines durant. Car oui, pour arriver au produit fini, cela prend 3 mois de travail, des semaines de coups de marteau et d'étirement, mais aussi de raffinement et d'épurement pour ensuite être replié et replié des centaines de fois, un peu comme pour une pâte feuilletée, mais en beaucoup plus dur. Chaque pliage multiplie le nombre de couches de métal et le bloc atteindra, écoutez bien, entre 1000 et 33 000 couches. Mais pour obtenir une lame souple et tranchante, il faut que le forgeron fusionne 2 métaux de dureté différentes. C'est absolument fascinant. Ainsi, au centre, le noyau central du katana est en acier plus souple qu'à l'extérieur, d'un acier plus dur. Vous êtes toujours avec moi là? Vous visualisez la métaphore de vie que je suis en train de vous raconter? Dureté et souplesse, combinées aux coups durs et incessants que la vie peut nous infliger?
Une fois le sabre terminé, il sera acheminé vers un polisseur qui, à son tour, va choyer la lame comme s'il s'agissait de son propre enfant. Avec une dextérité incroyable, les meilleurs artisans polisseurs de lames, les maîtres artisans, vont caresser le sabre contre différentes pierres à grains décroissants pour l'affûter et devenir aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Ici aussi, ces maîtres artisans le sont devenus au prix de plusieurs coupures. Il faudra encore 1 mois de travail pour rendre à la lame son tranchant final. Qui aurait dit que cette œuvre d'art était au départ ceci? Pour une fois, je ne vous donnerai pas l'interprétation à cette histoire. Je vous laisse à vous la liberté de la créer afin qu'elle résonne en vous, afin de vous encourager et motiver à aller de l'avant sans vous décourager face à la difficulté et à la douleur. Vous êtes des katanas merveilleux, mais vous ne le savez pas encore. À bientôt. Ohayou gozaimasu. Il y a les gars qui m'ont Je trouve que cette vie très décalée entre le passé, l'antique, il vénère également tout ce qui est très ancien. Il y a des temples qui ont plus de 1000 ans, voire même beaucoup plus. Et à côté, on peut avoir des bâtiments qui sont tout récents, les plus modernes, high-tech qui puissent exister. Comment ils font pour arriver à combiner cet ancien, ce nouveau? Quelle est l'allégorie de vie qu'on peut pour apprendre? Il y a des gens qui sont quand même partagés, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment allergiques à la technologie. Ça, j'ai déjà vu. Et c'est très souvent des gens, des personnes âgées. Ouais. Ça les dépasse. Comme en France. Ouais, comme chez nous après, hein. Oui, comme chez nous. Partout en fait, ils sont vraiment dépassés, ils trouvent que voilà, tout est volatile. Tu sais, quand tu prends un téléphone, voilà, en fait, il n'y a rien qui reste en fait. C'est-à-dire que tu sors un nouveau téléphone, mais l'année prochaine il sera à la poubelle. Et tu auras dépensé 1000 euros, 700 euros. 700 euros, 1000 euros pour un nouvel iPhone, l'iPhone 6 par exemple, l'année prochaine tu vas le jeter à la poubelle. Et enfin pas moi, hein, mais bon. Ouais. Moi non plus, je suis plutôt voilà. Je le garde le plus longtemps possible. Moi aussi. Mais tu rentres dans un système. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est créer l'envie pour toucher des gens et les inciter à acheter une nouvelle technologie qu'ils n'ont pas forcément besoin. Mais voilà, c'est créer l'envie, produire de l'argent, etc. Bon, c'est un système qui est pas tout à fait simple. En tout cas, bon, c'est le système, c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde moderne. Alors qui intéresse beaucoup les jeunes, parce que les jeunes, voilà, ils aiment tout ce qui est jeux vidéo, manga. On l'a vu. Voilà. Et les jeunes, enfin, il y a une partie des jeunes qui sont un peu, voilà, ils sont un peu entre les deux. Parce qu'ils sont un peu perdus parfois, parce que là aussi, on en parle beaucoup. C'est que c'est un peuple très excentrique, très expressif. Mais bon, le taux de suicide est quand même très élevé au Japon. Qui est lié au sens de l'honneur. Donc là aussi, j'allais en parler aussi un peu plus tard avec toi. Ce sens de l'honneur, est-ce que c'est quelque part, tant qu'à faire, je te la pose maintenant la question, est-ce que c'est pas quelque part un piège aussi, le fait d'avoir ce sens de l'honneur? Alors il y a du bon, c'est qu'en effet, c'est un peuple perfectionniste. Les choses sont bien faites, ils ont le goût du bien fait. C'est superbe, c'est magnifique. Et quelque part, c'est aussi un piège parce qu'ils sont enfermés dans ce système. C'est beau, c'est bien d'essayer d'avoir du perfectionnisme, mais jusqu'où? C'est ça la question. Hein? Ce perfectionnisme, je pense que en fait, ça vient de leur éducation. Parce qu'il faut savoir que depuis leur plus jeune âge, voilà, d'après ce que j'ai pu apprendre, en tout cas des Japonais, c'est que, tu sais, il y a des parcs d'attraction ici pour les enfants. On leur apprend avec une monnaie virtuelle d'être tour à tour policier. Caissier. Donc ils apprennent à vivre en fait, ils apprennent la vie de tous les jours. Depuis tout petit en fait. Mais tu payes, c'est un parc d'attractions, c'est pour s'amuser. Tu payes en fait, ouais, voilà. Bon, de toute façon, moi je suis le premier à dire, hein, on apprend en s'amusant. Mais c'est super marrant, c'est-à-dire que ton fils, voilà, tour à tour, il peut être voilà, un banquier, il peut être nourrice, il peut être professeur. Et il joue avec cet argent qui est virtuel. Mais on leur donne en fait ils travaillent, ils gagnent de l'argent, mais ils savent que voilà, les billets, ça tombe pas du ciel. C'est que s'ils veulent acheter quelque chose, c'est limité. S'ils veulent acheter des choux, etc. C'est ça, ils ont un crédit, avec ça ils doivent le faire. C'est super intéressant, ça les responsabilise. Voilà, ça les responsabilise depuis tout petit, mais ils s'amusent et ça les responsabilise.